Premièrement, tu as 2 entrepôts, là, tu en as une. Drette là, tu es dans les 6 chiffres d'économie. Au niveau des départements, je veux dire, tantôt t'en parlais, on avait 52 magasins avant la pandémie. Sais-tu quoi? L'ajout m'en donne 50. Oui, je vais remonter à 55, 60 magasins dans les prochaines années. Mais mon équipe de comptabilité, elle gérait 50 magasins avant. Donc, elle est capable de le faire. Donc, d'être là, tu as 2 départements de comptabilité qui deviennent 1. Marketing, même chose. On le faisait sur 2 bannières avant. Je leur demande de le faire sur 2 bannières avant. J'ai plus de monde que je n'avais avant. Les achats, même affaire. Ça change absolument rien. Tu achètes de l'enfant chez Club, mais tu vas acheter de l'enfant chez Panda. Économie de ressources humaines, oui. Économie de synergie au niveau de l'entrepôt, absolument. Économie d'échelle avec les fournisseurs, ça, c'est un 3e point. Fait que, tu sais, juste là, la transaction se paye assez rapidement dans les synergies. Jean-François Transon, tu es le président et directeur général de Nero Bianco, un groupe fondé en 1984 par ton père et qui est devenu un leader dans le domaine de la vente de chaussures au Québec et au Nouveau-Brunswick. Récemment, Nero Bianco a élargi son horizon avec l'acquisition de Chaussures Panda, une démarche stratégique qui porte le nombre de vos magasins à maintenant 50. Jean-François, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci Antoine, merci de l'invitation. Et Jean-François, pour commencer, est-ce que c'est possible pour toi de bien expliquer l'écosystème complet de l'organisation? Parce que là, avec l'acquisition que vous avez fait, également les autres marques de commerce que vous avez, vous commencez à vendre à beaucoup de clients et beaucoup de différents produits, là. Ben en fait, oui, avec Panda, maintenant, on sert le jeune bébé jusqu'à l'adulte, puis l'adulte plus âgé. Ça peut aller de tout le range d'âge disponible. On se contente pas avec Club Chaussures d'un seul créneau comme tel. C'est très familial. Très positionné en région. Panda va retrouver une place aussi dès 2024. On va repositionner la bannière dans les régions avec deux petits mouvements qui vont se faire assez rapidement, là, début 2024. Donc, ouais, un portrait global en 5 secondes. Là, c'est un peu ça. On sert du bébé à toute la famille. Et plus en région dans les prochaines années. Donc, essentiellement, dans le groupe, il y a Nero Bianco, comme on le dit, Club Chaussures et Chaussures Panda au moment où on se parle. Oui, Nero Bianco, sa place va changer. C'est ce que mon père a fondé. Là, Bien sûr. Donc, mais à l'époque, ça vendait des manteaux de cuir, ça vendait des bottes de cow-boy, ça vendait un paquet d'affaires reliées à ça. Mais au fil du temps, ça s'est concentré sur les souliers, un petit peu plus habillés. C'est un créneau avec les diverses années qui est moins performant. Présentement, il reste 4 boutiques Nero, mais il va en rester une pour 2024, qu'on va lui donner tout l'amour qu'elle a besoin. On va la faire vivre aussi longtemps qu'on est capable de la faire vivre. Elle va bien, celle-là, cette boutique-là. Mais faire vivre une boutique, c'est plus difficile. Donc, éventuellement, Nero Bianco va devenir une marque privée. Donc, dans le soulier un petit peu plus chic, un petit peu plus habillé, en cuir. Bottillon aussi automne-hiver. Donc, Nero va devenir la marque chic chez Club Chaussures éventuellement. OK, donc il va rester vraiment les enseignes de Club Chaussures et de Chaussures Panda et Nero Bianco va venir s'intégrer comme une marque privée. Intéressant. On va revenir un petit peu à la base, au début de ta carrière, tout ça. Tu l'as mentionné, ton père, on l'a mentionné, ton père a fondé l'organisation il y a plusieurs années maintenant, en 1984. Comment c'était peut-être au début, dans ton enfance, quand il y avait peut-être des discussions dans les soupers de famille? Est-ce qu'on amenait à ton attention qu'ultimement, peut-être tu pourrais reprendre l'organisation? Est-ce que toi, tu posais tes questions là-dessus? Comment cette dynamique s'installait entre ton père et toi? Toutes ces réponses. Oui, non, peut-être, sûrement pas, jamais, ah oui, ça me tente. C'est ça a tout été ça au fil des années. Mon père, il m'a eu à 32 ans, il a fondé l'entreprise à 34. Au tournant qu'il a eu 50 ans, tu commences à penser, OK, ça va être quoi ta relève? C'est quoi mes espoirs de passer le fleuron ou de vendre? Dans sa tête, c'était clair, net et précis que jamais il voulait vendre. Ça, c'était clair. Sauf s'il n'y avait pas le choix, puis s'il n'y avait pas de relève. Maintenant, 50 ans, moi j'ai 15-16 ans dans ces eaux-là. T'es pas prête, puis mets-toi toi à 15-16 ans avec ton père, si tu as tout le temps l'amour fou. Non. Il y a aucun gars que c'est comme ça à l'adolescence avec ses parents, là. C'est tout à fait normal. Puis sais-tu quoi? T'as tes niaiseries à faire, puis t'as tes apprentissages à aller faire.
Moi, je me suis expatrié à Montréal pour les études, étant de Québec, là. Donc, ça a donné le lousse nécessaire dans une relation paternelle-fils. Puis, entreprise familiale, ça peut être le fun, comme ça peut avoir ses challenges. Puis je pense que les deux, on en était conscients. Fait que pour revenir à ta question, est-ce que dans les soupers de famille, il y avait ces discussions-là? Toujours eu un intérêt, je me suis toujours impliqué d'une façon ou d'une autre. Je participais à des ventes d'entrepôts, j'ai travaillé dans des backstores quand j'étais jeune. J'ai étiqueté à 4 piastres de l'heure 13 000 foulards enveloppés individuellement dans un entrepôt un été. Thank God que ça se fait plus comme ça. Mais, tu sais, il y a toujours eu, l'entreprise est là, l'entreprise appartient à mon père, c'est une fierté, mais il n'y a jamais eu, c'est sûr que c'est moi qui vais la reprendre. Ça n'a jamais arrivé. Et bon, toi, de ton côté, comme tu dis, tu t'en vas à Montréal, tu fais tes études et tranquillement, tu rentres sur le marché du travail, tu as une carrière un petit peu qui se dessine dans le développement des affaires, tu as fait des emplois assez haut placés chez Family Prix ou encore avec le groupe MTY, où ce que tu t'occupais littéralement du développement des affaires de l'organisation. Comment cette transition-là, ultimement, s'est faite? Parce que là, tu as des gros emplois, tu as des grosses responsabilités et là, tu te retrouves ultimement, et on va en parler fin 2016, début 2017, en étant président de l'organisation. Peux-tu nous dire comment tout ça s'est accéléré à travers les années? À quel moment les conversations sont devenues encore plus sérieuses entre ton père et toi, pendant, bien entendu, que tu étais déjà à l'emploi dans ces grandes entreprises-là? Ouais, mais tu mentionnes une famille prix. Tu sais, je veux dire, il y avait une équipe, là. Je n'étais pas le serge en charge du développement des affaires. J'avais un territoire comme Bien tel. sûr. J'ai eu plusieurs écoles au long de mon parcours. Puis l'école la plus, je dirais pas la plus courte dans le temps, mais la plus bénéfique a absolument été Family Prix dans mon cas à moi. Super belle entreprise québécoise fondée ici, qui appartient à ses membres, donc qui appartient aux pharmaciens propriétaires. En tout cas, je vais parler à mon époque, là, tu sais, tout change dans la vie, mais je suis persuadé que la culture d'entreprise est restée la même. Les gens à l'intérieur de la boîte faisaient la boîte, là, c'était vraiment une belle culture d'entreprise, puis axé sur le développement, mais axé sur le développement avec une vision qui me rejoint, c'est-à-dire une vision financière, puis on va sûrement en parler un petit peu plus tard dans l'entrevue, là, mais une vision financière basée sur le moyen puis sur le long terme, jamais sur le court terme. Et moi, je venais d'un milieu de la franchise, exemple, développement d'affaires dans la franchise, c'était basé très sur le court terme, là. Donc, comment autour de restaurants, comment ils sont profitables, puis on passe au suivant, tu sais. Et d'autres expériences passées. Le modèle d'affaires Family Prix, ce qui fait qu'il est si fort au Québec, c'est ce qui est venu me rejoindre. Puis pour moi, les gens à l'interne, que ce soit au niveau des finances, puis j'ai des noms en tête là, qui me reviennent, que ce soit au niveau du développement des affaires, que ce soit Monsieur Falardeau, qui est un des membres fondateurs, encore le président de ça. C'est des gens de classe A1 all around. Il n'y a jamais personne chez Family Prix que je me suis dit, c'est quoi, lui, je veux pas travailler avec. Ça me tente pas. Je vais avoir un meeting, ça sera pas le fun. C'est jamais arrivé. Fait que ça a été une expérience. Fait que ça, combiné à un événement familial du côté de mon père, combiné avec ton gars qui s'épanouit puis qui a du fun puis que oui, le domaine pharmaceutique, ça peut être le fun au niveau financier, là. C'est pas, t'es pas mal payé dans ta job, là. T'es payé correctement. Je veux dire correctement parce que si écoute, j'espère qu'ils payent mes collègues plus cher aujourd'hui, mes anciens collègues. Donc, ça a amené des réflexions du côté de mon père, plus mon petit problème de santé, qui a fait que, bon, ben, à un moment donné, oups, je suis peut-être en train de perdre ma relève, entre guillemets, tu sais. D'ailleurs, si tu veux une parenthèse drôle, quand j'ai quitté Family Prix, eux, à l'interne, se disaient que j'étais pour prendre l'entreprise familiale un jour. Et ça, ils me l'ont dit quand j'ai donné ma démission, parce que t'as pas le choix de le faire comme ça. Et moi, j'avais jamais pensé ça 2 ou 3 mois avant. Jusqu'à 2 ou 3 mois avant. Puis mon père a écrit une lettre à la main à Monsieur Falardeau. Puis grosso modo, c'était je m'excuse de vous voler JF, mais je m'en excuse pas, j'en ai besoin. Et ce soir-là, ça a donné qu'on avait un 5 à 7, puis Monsieur Falardeau était venu me voir, puis il dit, tu diras à ton père qu'il nous doit tant d'argent parce que c'est nous autres qui a payé ta formation. En blague. Ça m'a toujours resté. Puis j'ai trouvé ça très, 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 très drôle, mais la preuve que c'était des gens qui m'ont amené beaucoup, eux voyaient ça en moi ou voyaient cette crainte-là que je quitte à m'amener pour reprendre l'entreprise familiale. Et je te jure, 3 mois avant que je donne ma démission, c'était même pas d'indiscussion. Bon, et là, t'en parles. Ton père veut que tu reprennes l'entreprise. Et lui, il a une condition.
Il dit, garde, je veux que tu reprennes l'organisation, mais la condition, c'est que je veux qu'il y ait une pérennité avec l'entreprise. Je veux que tu l'amènes passer à travers 1 ou 2 décennies. Donc ça, c'est sa seule condition. Et toi, t'en as 22 des conditions. Donc, on va peut-être pas les énumérer, les 22, mais clairement, tu avais tes réserves, tu voulais être certain que tu aies des garanties sur certains aspects. Peux-tu nous en parler, peut-être nous en dire quelques-unes et nous dire quelle était la dynamique à ce moment-là et pourquoi même tu posais ces différentes conditions? Ouais, mais le pourquoi, c'est la question, Antoine. Tu sais, on vient de l'effleurer. J'étais bien dans mon travail, je me développais, j'avais du fun, j'étais dans une organisation, tu sais, je veux dire, récession, pas récession, COVID, pas Ouais, COVID. Tu sais, j'étais dans c'est résilient. c'est résilient, c'est une entreprise solide. Fait que je me voyais faire 15-20 ans là sans aucun problème puis évoluer là-dedans. Donc, c'est sûr que ça vient avec un paquet de stress de faire un move. Et généralement, je suis pas quelqu'un qui fait ces moves-là rapidement. Je vais prendre le temps de bien analyser. Tu dis, mon père avait une condition. En fait, j'avais 22 conditions et lui me fermait la bouche avec une condition à la fin. Fait que dans les conditions, il y avait, bon, ben, je veux avoir les pleins pouvoirs sur le personnel si j'ai du ménage à faire puis que je juge que malheureusement tel ou tel individu n'est pas dans la bonne chaise. Il y avait ça. Puis sur 22 conditions, là, honnêtement, 21, on s'est entendu le soir même au restaurant. Là. C'était pas très compliqué. Tu parles de salaire, c'est sûr, tu sais, ça va être, écoute, je m'en viens, je vais rentrer de telle façon, parfait, mon poste va évoluer. Au début, c'était le poste de VP vente et opération, puis tu sais, 6 mois plus tard, c'était président. Là. La dynamique avec toi puis moi, s'il y a quelque chose qui accroche, comment qu'on règle ça? Puis on le règle-tu au bureau ou on s'en prend une marche, mettons. C'était des conditions comme ça, mais tu avais des conditions tu sais, sur l'environnement, sur la vision d'entreprise, sur qu'est-ce que je voyais de l'externe, puis c'était surtout comment qu'on va gérer quand ça va arriver, puis ça se rejoindra pas, tu sais, parce que quand tu as, par exemple, maintenant 73 ans, puis quand tu en as début quarantaine, ben toi, tu protèges ce que tu as, puis l'autre fonce le pied sur le gaz. Fait que des fois, ça peut... Tout le passage des générations dans toutes les entreprises, ça fait ça. Parce qu'on n'est pas différents de personnes. On n'est pas meilleur, on n'est pas pire. La seule affaire, c'est qu'on a essayé d'en parler en amont. Puis malgré ça, c'est sûr qu'il y a eu des accroches à un moment donné. Il y a eu ça comme condition. Mais à la fin de tout ça, à la fin de l'énumération des 22, il a pris ma feuille, il l'a tourné de bord, puis il a marqué, c'est beau. Pérennité. Ça veut dire quoi, pérennité? Ça veut dire, faut que tu lui donnes un autre 10, 15, 20 ans, faut que tu t'assures que ça tombe pas, faut que si tu trouves un acheteur, tu peux la vendre, mais fais-le intelligemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces réponses. Encore. Tu sais, quand tu reprends l'entreprise de ton père, t'as du fun, des fois. Des fois, ça grince. Puis des fois, tu te challenges de la moins bonne façon. Le vieux loup va être baveux avec le jeune loup, puis le jeune loup va être baveux avec le vieux loup. Puis quelqu'un qui va dire le contraire, je le crois pas, c'est de même que ça arrive. OK? C'est tout le temps de même. Quand pérennité, on en a parlé, quand il m'a mis ça sur la feuille, c'est la première question que j'ai demandé, ça veut dire quoi pour toi? Puis versus, ça voulait dire quoi pour moi? Puis c'est là qu'on s'est rejoint tout de suite, puis j'ai dit, OK, c'est beau, ça peut marcher. Tu sais, pour moi, je dis tout le temps ici à l'interne d'entreprise, même s'il y aura presque plus de magasin Nero Bianco, ça s'appelle Nero. Fait que j'ai toujours dit Nero avant mon ego. Fait que je prendrai jamais une décision en fonction de moi personnellement, Jean-François. C'est est-ce que c'est bon pour la business? Est-ce que c'est bon sur le court, sur le moyen, sur le long terme? Si oui, c'est quoi les mouvements qu'il faut faire? Si oui, c'est quoi les sacrifices ou c'est quoi les investissements qu'il faut faire si on est tous convaincus que c'est bon pour l'entreprise? T'imposes une direction, tu t'en vas dans... Bon. Fait que pour lui, c'est un peu ça que ça voulait dire également. C'était pas tant un nombre d'années, mais c'était assure-toi que tout le monde mange. Tu sais, que tout le monde ait une paye aux 2 semaines, puis de faire tes moves en conséquence, puis de prendre tes risques en conséquence. Parce que quand tu ouvres un magasin ou tu signes un magasin, je vais faire un chiffron, le loyer est 100 000 par année, puis tu signes un deal de 10 ans, exemple, ben tu viens d'hypothéquer 1 million. Peu importe. Fait que tu vas être sûr que ça fonctionne. Fait qu'il y a des garde-fous à mettre en place pour protéger l'entreprise, pour assurer sa pérennité, puis protéger les emplois. Pour lui, c'est ça que ça voulait dire. Donc, automatiquement, quand il a lancé ce mot-là, ben moi, j'ai retourné la feuille de base, j'ai regardé mes 22 conditions,
Je dis, ouais, sais-tu quoi, c'est ça que ça veut dire, mais j'ai pas été assez intelligent de le résumer en un mot. Lui, oui. Donc, on est parti de là. Et c'est quoi le diagnostic que tu fais? Parce que là, bien entendu, tu arrives dans une entreprise, c'est un regard neuf, on est capable de poser peut-être des analyses différentes qu'une personne qui regarde l'organisation depuis des dizaines et des dizaines d'années. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu es déçu? Ou peut-être même tu te dis qu'il y a du ménage à faire. Encore une fois, toutes ces réponses. Moi, j'ai fait le tour incognito de tous les magasins, Sept-Îles, Ouais. Bécamo, Chibougamau, name it, qu'il y avait à l'époque. J'étais tout allé les visiter les magasins, mais de façon vraiment incognito. Personne ne savait j'étais qui. Fait que je rentrais, je faisais semblant de magasiner, je regardais, puis je partais. Fait que j'ai-tu eu des surprises qui m'ont jeté à terre? Non, pas vraiment. Pas en magasin. Des petites affaires, des correctifs, des choses que je voyais qui n'avaient pas de sens, mais rien de majeur pour dire, ouais, dans quoi je me suis embarqué. C'est quand j'ai commencé au bureau, puis tu découvres pas tout de suite. Il y a des affaires que ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans à découvrir, puis qu'il a fallu faire des changements en accordance avec ça, mais il y a des affaires que tu vois automatiquement. Fait que je vais te donner un exemple. On avait 52 gérants à l'époque, et donc, je te dirais, mettons, une quarantaine d'assistants gérants. Fait que contre 90 personnes, il y avait 54 sortes de rémunérations différentes pour ces gens-là. Fait qu'il y en a qui avaient bonification, commission sourcil, pas les mêmes pourcentages, commission sur les ventes des magasins, des bonifications YZ, toutes des affaires qui avaient été patentées au fil des années, parce que lui, c'était un bon gérant, ouais, c'est une bonne gérante, c'est une chum à un, c'est une chum à l'autre. Fait que la fille des payes, faire ses payes, ça lui prenait 3 jours. Pour ces 90 personnes-là, je parle pas des temps partiels, je parle pas des temps pleins. Ça avait aucun Christi de sens. Ça, je l'ai découvert en partant, puis j'étais pas heureux de ça. Je trouvais que ça faisait aucun sens. C'est des niaiseries comme de répondre à tous d'un courriel que tout le monde faisait. Fait que tu te ramasses avec 152 courriels en 1 heure. Ah, ouais. Ça fait longtemps que tout le monde sait qu'on fait pas ça. C'était des affaires, c'était plein de petites choses qui faisaient que l'accumulation, tu regardais l'entreprise, tu te disais, ouais, OK, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des choses qui sont faites, que l'entreprise, sans, je te dirais pas qu'elle était en difficulté, mais elle s'en allait là. Pour un paquet de raisons. L'entreprise utilisait trop sa marge de crédit pour ses besoins. Donc, elle n'était pas assez cash flow aussi longtemps qu'elle devrait l'être dans l'année. Tu sais, une marge de crédit cyclique dans une entreprise, c'est pas supposé être dedans tout le temps. Elle était dedans tout le temps, l'entreprise. Et moi, je viens de chez Family Prix, où le mot d'ordre, c'est cash flow. Un de mes livres préférés, c'est Rich Dad, Poor Dad. Puis, je l'ai pas compté, mais le mot cash flow revient souvent là-dedans. Là. Bien sûr. Puis on n'avait pas ce luxe-là à l'époque. Mais en même temps, tu es dans une catégorie d'entreprise que tu n'as pas le choix de bien comprendre et connaître ton cash flow sur le bout de tes doigts. Tu as des inventaires que tu dois acheter. Tu dois savoir exactement combien de temps habituellement ça va te prendre pour liquider cet inventaire-là. Donc, si tu n'as pas cette bonne compréhension-là, tu n'es pas dans le bon business ici. Tu n'es pas dans la bonne chaise, à tout le moins. Tu n'es pas dans la bonne chaise, effectivement. Et bon, donc le diagnostic est pas tellement mauvais. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui méritent amélioration, bien entendu, comme toute organisation. Mais là, toi, tu rentres. On va essayer de situer l'audience. Janvier 2017, ça prend quelques mois, quelques années. Tu comprends un petit peu tout ce qui se déroule. Et là, bon, il y a la fameuse COVID. Et là, je pense que vous avez fait un ajustement important 1 an avant la COVID, je crois bien, au niveau de vos entrepôts, qui vous a permis de passer à travers la COVID d'une manière intelligente. Et si vous n'aviez pas fait cet ajustement-là, je pense que ça aurait été une entreprise totalement différente à la sortie de la crise. Là. C'est une bonne supposition. J'oserais croire que oui. Nous, on a rénové complètement notre entrepôt de A à Z en 2018, toute l'année 2018. Fait qu'on l'a vécu, tu sais, fin 2018 puis toute l'année 2019, parce que COVID est arrivé vraiment en janvier là, 2020. Puis l'entrepôt, ce qu'elle nous a permis de faire, c'est vraiment d'être plus efficient. Là, je veux dire, je traitais, quand je recevais du stock, à l'époque, ça pouvait me prendre 7 à 8 jours ouvrables avant que ça se retrouve en magasin. Aujourd'hui, c'est un container qui rentre, je vais dire 24, maximum 48 heures plus tard, c'est dans mes magasins. Fait que je tiens plus beaucoup d'inventaire ici. L'inventaire est de passage. Je garde ce qu'on appelle une réserve, là, mais à l'époque, ça débordait, puis ça débordait de beaucoup. Il fallait que je loue des 53 pieds puis stocker du stock dehors. C'était pas très intelligent de faire ça à la grosseur d'entrepôt qu'on a ici. Donc, on a tout refait l'entrepôt. On a rajouté un étage parce qu'on avait de la hauteur, des convoyeurs qui se promènent d'en haut en bas. Donc, c'est pas automatisé, mais c'est automatisant dans le sens que ça facilite beaucoup le travail des gens.
Puis, ben, l'entrepôt a réduit d'à peu près 50% de workforce, là, de personnes qui travaillent dedans, mais on produit plus parce qu'on est mieux seté, on est mieux guéri dans l'entrepôt. Fait que oui, ça nous a permis avec la COVID. Oui et non, ça nous a permis surtout nos ventes en ligne. Tu sais, je veux dire, c'était pas dur à faire 100% de ventes en ligne, tout était fermé. Mais c'était un asset qui était là que quand, bon, tu sais, tes fournisseurs, tu jases avec eux, puis qui ont vu leur entrepôt, puis la nouvelle, t'es plus seté comme t'es seté avant, ils savent qu'il va y avoir une relance, ils savent que t'es équipé pour te relancer. Bon, il y a une confiance qui s'installe. Et bon, à la sortie de la COVID, je pense que tu fermes 15 magasins au final. Ma question pour toi serait la suivante. Est-ce que avant même la COVID, tu sentais que c'est des magasins qui avaient peut-être fait leur dernier 1000 et que tu devais fermer, ou c'est vraiment la pandémie qui t'a démontré qu'il y avait plus de rentabilité ici, on devait les fermer pour avoir une meilleure santé financière? Question pertinente encore. Écoute, je te dirais un tiers, un tiers, un tiers. Fait que j'avais, mettons, on va faire un chiffron, 15 magasins, 5 que je savais qu'il fallait que je ferme. COVID, pas COVID, là. Mais tu sais, t'attends que les baux viennent à échéance ou t'entends avec tes bailleurs pour sortir. Tu sais, on voulait pas faire les choses en cabochon. T'en avais 5 qui étaient sur la ligne. Tu sais, comme, OK, ils sont pas profitables. Vraiment, une année, peut-être un peu, une année, ils perdent un petit peu d'argent, mais dans l'ensemble, ils contribuent au volume général. Ça va. Puis t'en avais 5 qui étaient pas sur le radar du tout. Mais là, COVID a complètement changé les choses, puis le comportement du client, en guillemets, si tu veux. Donc, c'est la bannière Nero qui a plus payé. Là. J'avais fermé 2 clubs de mémoire, puis le reste, c'était tout des Nero. Puis renégocier certains baux qui faisaient plus de sens avant et après. Fait que c'était un peu ça. Il y avait 3 types, là. Il y en avait, hey, c'est quoi? Tant mieux. On les aurait fermés anyway. Fait qu'on profite de la restructuration. Puis il y en avait d'autres, c'était, ouais, finalement, il était sur la ligne. C'est sûr qu'il s'en va en bas de la ligne. Soyons intelligents. Puis t'en avais 5, ben, c'est quoi? Ben, c'est plate, là, mais ils ont passé dans le tordeur parce que ça marchait plus. Et toi, tu me disais, dans une discussion qu'on a eue ensemble dans les dernières semaines, que les ventes en ligne, ça a été important, bien entendu, pendant la COVID. Ça a une certaine place dans votre groupe, mais ça va jamais être le joueur dominant. Je pense que ça représente peut-être une dizaine de pourcentage de vos ventes totales. Même pas. Même pas. Même pas. Mais là, tu vois, cette semaine, on switch de plateforme. On s'en va sur Shopify Pro complètement. Puis qu'on verra. Tu sais, moi, on tient Nike, OK? J'ai beaucoup de Nike, perso. J'en ai que je suis hyper confortable, d'autres moins. Puis je chose toute la même pointure. Je veux dire, moi, je chose du 13. Fait que du 13 devrait me vendre. Mais il y a tellement de différence entre les modèles, que ce soit la largeur, la hauteur, le confort à l'intérieur, que nous, ce qu'on se rend compte, c'est que nos clients, c'est quoi, qui achètent sur le web, ben, il y en a qui, c'est beau, mais il y a des comportements différents qui achètent 3-4 paires puis qui retournent. Encore beaucoup en magasin. Nos ventes web proviennent de la moitié des magasins. C'est-à-dire qu'ils viennent l'essayer, ils veulent dans le noir, mais on l'a juste dans le brun, mais ils ont essayé le brun puis il fait, c'est beau, on y commande le noir, il s'en va direct chez le client. Ben, c'est une vente web, mais elle vient des magasins. Puis le fait que j'ai un positionnement régional, ben, veut pas, c'est différent en région que dans un grand centre. Tu sais, le comportement du client est complètement différent à Québec, à Montréal, que à Val-d'Or, à Sept-Îles, etc. Donc, au final, ça t'oblige à vraiment continuer à vouloir améliorer continuellement l'expérience en magasin. On en parlera dans quelques minutes. Vous avez fait une acquisition et on va en parler, mais cette croissance, pour vous, doit absolument passer par les ventes, pardonnez-moi l'anglicisme, en retail ici. Oui, le brick and mortar, là, le brick et mortier, absolument. Mais tu sais, on investit dans notre web, c'est juste que ce qu'on s'est rendu compte avec avant, pendant et après pandémie. Donc, tu avais une croissance correcte, croissance. Bien sûr. C'est drôle, hein? Les magasins ont réouvert puis ça a replanté. Donc, voilà. tous ceux qui ont prédit la mort du brick and mortar, c'est quoi? C'est pas arrivé. Ça n'arrivera pas. Ça arrivera pas parce que c'est un complément de service. Tu sais, le web, c'est un complément puis c'est correct. Il y a des clients qui commandent 100% là-dessus. C'est quoi? On est là pour toi. Puis il y a des clients qui l'utilisent quand on n'a pas sa taille ou qu'on n'a pas sa couleur en magasin. Parfait, on est là pour toi. Tu sais, donc c'est un complément. Puis des fois, ben, tu vas être dans un magasin à Rivière-du-Loup qui a une plus petite surface. Donc, pour l'instant, je suis moins capable d'y envoyer un range de produits élevé. Donc, il n'y a peut-être pas toutes les lignes, mais le client, il vient en magasin,
puis on est capable d'y montrer, au moins avec le web, de dire « Hey, je l'ai, puis je vais te le commander. Tu vas venir l'essayer en magasin. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, je l'ai dans mon inventaire, je le vendrai à quelqu'un d'autre. » Fait que c'est un beau complément. À la fin, tu regardes autant chez Panda que chez Club, ça correspond à un magasin correct. C'est un bon magasin. Tu sais. Intéressant. Et bon, il y a cette fermeture d'une dizaine, quinzaine de succursales environ qui se déroule à la fin de la COVID. Tu viens de nous donner également le portrait pour les ventes en ligne. Maintenant, toi, tu le dis, quand on reprend une organisation, on veut aller plus vite, on est plus dans une optique de croissance comparativement à quelqu'un qui lègue son organisation, qui était plus à la fin de son aventure. Donc, tu dois avoir des envies de croissance à un certain point. Tu fermes des succursales, mais tu dois te dire comment je suis capable d'aller chercher les parts de marché dans les prochaines années. Et avant qu'on parle de l'acquisition de Chaussures Panda, comment voyais-tu la suite après la fermeture de tout ça? Comment tu disais que tu allais pouvoir réaccélérer ta croissance dans les prochaines années? Et je me posais la question tous les jours. En fait, vraiment. Écoute, on est descendu à 35 magasins. Là, on était à 34 avant la transaction. J'avais quelques projets, mais qui étaient, en bon québécois, qui étaient stallés. C'est le bon place, c'est le bon moment, c'est le bon prix de le faire. Puis je visais plus sur la croissance interne. Donc, tu sais, certains brands, puis tout ça, des discussions qu'on avait avec. Parce que c'est facile de dire, OK, tu as fermé des magasins, tu as ouvert des magasins, mais la COVID, dans notre cas, puis dans le cas de bien des gens dans le retail, ça a affecté aussi, malheureusement, la relation que tu as avec tes fournisseurs, qui est la relation après ta banque, là, c'est la relation la plus importante. Donc, certains fournisseurs te mettent sa voie de service pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis là, à un moment donné, tu veux revenir sur l'autoroute. Fait que la croissance, pour moi, dans les prochaines années, si je me recule d'1 an là, à aujourd'hui, puis pour les années qui s'en est, c'était de rebâtir les ponts puis rebâtir des opportunités de croissance avec nos fournisseurs. Donc, c'était vraiment la croissance interne sur les 34 magasins qu'on avait. La transaction qu'on va parler a accéléré ça. Donc là, Bien sûr. Tout a explosé, tout a changé. Puis là, en fait, je suis plus ces breaks puis d'essayer de retenir le cheval plus que d'autres choses. Et là, tu as parlé de ta relation avec tes fournisseurs. Juste pour bien situer l'audience, Jean-François, si on regarde, disons, sur l'entièreté des produits que vous vendez, quel pourcentage provient de uniquement fournisseurs que vous faites uniquement de la distribution et quel est le pourcentage des marques privées un peu que vous avez? 70-30, grosso modo, là, ça joue, là, dépendamment de la saison, mais grosso modo, 70-30 à peu près. 70% fournisseurs, 30% de marques privées. Oui, donc les marques comme Under Armour, Nike, etc. Les marques nationales qu'on appelle, là, pour nous, c'est à peu près 70% de nos ventes. Puis des marques privées entre 25 et 30, dépendamment de la saison. Intéressant. Donc, tu y penses chaque jour. Tu dis comment tu vas pouvoir ramener de la croissance, peut-être même de l'hypercroissance à l'entreprise. Et là, tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est fait. Des discussions s'enclenchent. Chaussures Panda rejoint le groupe. Il y a quelques semaines, quelques mois même de ça que la transaction s'est clôturée. C'est tout récent, là, Oui. littéralement. Peux-tu nous dire quand tout ça a commencé? 14 juin. Et pourquoi? 14. Oh, ça fait pas longtemps. OK. Oui, 14 juin. Ça fait vite, là. Là, je check mes textos, là, mais 14 juin. Comment ça a commencé? Écoute, ça a été des discussions. Durant la pandémie, on a eu des discussions. On s'est rencontrés plusieurs fois. On a jasé. Mon idée n'avait pas changé. Moi, je voyais des immenses synergies. Puis, si tu veux, on peut parler des synergies après, mais je voyais une immense synergie puis un réseau, je veux pas dire mal exploité, mais il shinait pas comme il devrait shiner. Ça, c'était Panda. Ça, c'était mon regard externe. Puis on a eu des discussions durant la pandémie, puis ça, puis bon, on avait une restructuration à faire, j'avais une restructuration à faire, on l'a pas fait exactement de la même façon, puis c'est correct. Donc, les discussions ont été mises sur un pause un temps, on a relancé nos discussions, puis sans rentrer dans le personnel, il y avait quelque chose qui fitait pas à ce moment-là, qui me rendait inconfortable. Donc, j'avais mis des paramètres. Les paramètres n'ont pas été acceptés, puis c'est correct. Fait que les discussions avaient arrêté. On pousse ça 2 ans plus loin. Arriva ce qui arriva. Donc, écoute, j'ai reçu un texto dire « Ça te tente-tu qu'on jase? » Puis ma réponse était la même. « Sure. Pourquoi pas? Regardons. » Fait que c'est parti d'un appel de tu sais, moi, j'ai toujours dit dans une transaction, parce qu'on en faisait dans mes anciennes vies, que ce soit dans la restauration MTY ou chez Family Prix, on fait des transactions avec des pharmaciens ou d'autres. Puis j'ai toujours dit, quand tu fais une transaction, faut que l'acheteur soit pas content puis le vendeur soit pas content. Puis donc, tu vas avoir une transaction fair. Puis, faut que tu payes ce qui vaut 1 pièce. Tu le payes pas 90 cents puis tu le payes pas 1 pièce et 10. Faut que tu le payes 1 pièce. Fait que je voulais bâtir une transaction fair avec la vendeuse, le plus possible qui faisait du sens pour moi, financièrement. Puis après ça, c'était à elle d'accepter si ça fait du sens pour elle.
Mais c'est le même que ça a parti d'un texto. Après ça, échange de, tu sais, signe des NDA, là, des non-disclosure, puis l'échange de documents, puis tout ça. Puis on a bâti la transaction là-dessus, qu'il y a eu des écumes, là, la transaction. Je veux dire, on avait 3 banques. On avait notre banque, ça faisait 39 ans et demi qu'on était avec, qui n'a pas suivi comme aurait dû. Elle nous a supporté durant la COVID, ça a super bien été, mais demandait des choses que personne n'aurait Trop de signé ça. garanties, ouais. Ah, écoute, garantie par-dessus garantie par-dessus garantie. Ça avait aucun sens. Pour Puis, quelle raison? Ça fait 40 ans quasiment que littéralement, ça va faire 40 ans que vous êtes en affaires en 2024. Comment une banque ne peut pas aider? Ben, pour quelle raison? Tu viens de la mettre la raison. Ils t'ont déjà, t'es pas un nouveau client, ils savent tes avoirs, ils savent ce que t'as, go, on y va, all in, sinon, arrange-toi. Ouais, c'est quoi? Il y en a d'autres qui ont vu le plan d'affaires, puis qui ont vu la rentabilité de la chose, puis qui ont vu en combien de temps je m'auto-payais avec la transaction. Puis, il faut aussi dire que Nero, c'est pas endetté. T'sais, on avait un autre levier, qui est un volet immobilier, qu'on pouvait jouer avec ça. Fait que, en faisant ça, la rentabilité dans Nero vient d'exploser complètement. Parce que, en tout cas, de la façon qu'on l'a bâti, ça fait que tantôt je le disais, j'ai une obsession maladive sur le cash flow. Ben, c'est quoi? Le cash flow reste dans Nero. C'est là qui est là. Puis les assets, ben, c'est des assets, ça se paye sur le long terme, puis c'est correct. Fait que ça a été un processus qui aurait dû durer 3 mois si on l'avait fait rapidement, mais finalement, ça a duré à peu près 5 mois. Là. Exactement 5 mois. Exactement 5 mois. Et tu as parlé de synergie. Peux-tu les expliquer à l'audience? Bien entendu, d'un point de vue externe, les synergies paraissent assez évidentes, mais tout de même, peut-être, en analysant tout ça, tu as vu des endroits où est-ce que 1 plus 1 pouvait donner 3, littéralement? Ah, ben oui. Écoute, tout à fait. L'entrepôt, premièrement, tu as 2 entrepôts, là, tu en as une. Drette là, tu es dans les 6 chiffres d'économie. Au niveau des départements, je veux dire, tantôt, t'en parlais, on avait 52 magasins avant la pandémie. Sais-tu quoi? L'ajout m'en donne 50. Oui, je vais remonter à 55, 60 magasins dans les prochaines années. Mais mon équipe de comptabilité, elle gérait 50 magasins avant. Donc, elle est capable de le faire. Donc, d'être là, tu as 2 départements de comptabilité qui deviennent 1. Marketing, même chose. On le faisait sur 2 bannières avant. Je leur demande de le faire sur 2 bannières avant. J'ai plus de monde que je n'avais avant. Des achats, même affaire. Ça change absolument rien. Tu achètes de l'enfant chez Club, ben, tu vas acheter de l'enfant chez Panda, différemment. Mais, tu sais, donc, économie de ressources humaines, oui. Économie de synergie au niveau de l'entrepôt, absolument. Économie d'échelle avec les fournisseurs, ça, c'est un 3e point. Fait que, tu sais, juste là, la transaction se paye assez rapidement dans les synergies. Et là, tu parles de synergie, surtout au niveau des coûts. Comment vois-tu peut-être une synergie au niveau de la croissance ici? Est-ce que tu avais un plan clair de dire, voici la structure qu'on va mettre en place pour aller chercher plus de parts de marché avec Panda? Oui, tout à fait. Puis Panda et Club. Les deux Panda et Club sont ensemble. Ouais, vraiment, puis je vais t'expliquer pourquoi. Puis encore là, il y a pas de cachette. Mes yeux sur la transaction, quand, mettons, tu te mets 5000 pieds dans les airs, là, puis t'es un aigle, Ouais. là, puis tu regardes Panda. Un aigle qui regarde un panda. Oui, c'est paradoxal, j'aime ça. Ouais, je suis pas sûr que ça marche vraiment, mais bon. T'es dans les airs, tu regardes Panda, puis tu dis, OK, ça, c'est un réseau. Voici où il est positionné. Voici où je veux l'amener. C'est des moves de beau. Parfait. Fait que là, on retient les bailleurs, des discussions à avoir. OK, Panda a telle marque que moi, j'ai pas chez Club. Puis Club a telle chose que Panda a pas. Exemple, on a une expertise dans les marques privées, l'importation. Qu'on sait exactement ce qu'on veut, quelle usine on fait affaire, les matériaux, il faut que ça soit de qualité. Bon, Panda n'a pas ça. Fait que, OK, je suis capable d'augmenter la marge chez Panda? Oui, parfait. Donc, bailleur, fournisseur et les synergies qu'on a parlé il y a 2 minutes. Donc, ces 3 choses-là ensemble faisaient que moi, faire la transaction, c'est ce qui me tentait. Donc, parce que quand tu rentres dans ton due diligence, ben là, du moment que tu rentres dans ton due diligence, c'est-à-dire de creuser un petit peu plus la patente, puis tu te mets à parler avec des fournisseurs, à parler avec des partenaires d'affaires, le premier que tu appelles, tu sais que tout le monde au Québec va savoir la transaction dans le milieu, là, dans le milieu du soulier. Ça fait partie du deal. Moi, ça me donnait l'occasion de parler avec des fournisseurs que j'avais pas, puis que je voulais beaucoup, puis de repitcher mon plan d'affaires avec ces gens-là, puis de dire, OK, ça, c'était notre portrait avant, ça, c'est notre portrait après, puis voici où on te voit là-dedans. Ça te tente-tu? Ça te tente pas? Parce que voici les ventes, ça va représenter. Donc, j'ai Under Armour ici là, que je porte aujourd'hui. Mais Under Armour, on l'avait pas chez Club.
On l'a chez Panda. Mais Under Armour rentre puis il va rentrer par la grande porte chez Club Chaussures parce que dans notre marché régional, du Under Armour qui fit pour les grands pieds puis les larges pieds, on s'en fait demander à côté. Eux, ils vont avoir du succès chez nous. Ils vont être contents. Nous autres, on va être contents. Puis nos clients vont être contents. Nike, qui est comme le plus gros, là, qui est son compétiteur direct, mais Nike, avec la pandémie, avait réduit beaucoup partout. Là. Sur tous les indépendants avaient réduit leur distribution en pitchant le plan d'affaires, en leur montrant comment Nike, s'il continuait sur cette tendance-là, comment il perdait de positionnement versus ce qu'on pouvait faire. Ben, ils m'ont augmenté ma ligne de 9 fois en volume. Fait qu'il y a du Nike, tu mets ça sur une tablette, tu le mets sur la tablette, tu le regardes, tu te retournes, il est plus là. Ça se vend tout seul. Ouais, ça va vite, là. Ça va vite. Donc, ça c'est super le fun. Pour diverses raisons, des marques qui avaient sorti chez nous qui reviennent parce que ça nous a mis des discussions avec ces fournisseurs-là. Ça nous a amené des belles discussions, des bonnes discussions. Et quand tu parles avec tes bailleurs, puis que tu as 34 magasins ou que tu en as 50, puis tu es en croissance, puis ouais, j'aurais besoin de toi là, puis ça serait le fun de t'en mettre un là. Ben là, ça change complètement. Il y a comme quelque chose qui se passe dans la tête des bailleurs quand tu arrives à 50 magasins. Tu deviens un petit peu plus important, mais c'est aussi que tu peux jouer plus large. Puis là, tu vas parler avec un bailleur, tu en as 11 magasins avec lui. Là-dedans, tu en as 2 que ça va pas super bien. Puis tu as des opportunités à 3-4 autres endroits. Ben, sais-tu quoi? C'est facile de s'entendre. C'est facile de trouver... Meilleur pouvoir de négociation. Ben oui. Aide-moi, puis je vais t'aider. Puis aide-moi, puis on va faire cette deal-là. Puis t'as-tu mieux le laisser aller pendant 3 ans ou qu'on le remette à un niveau, son loyer, qui est représentatif du marché présentement à cette location-là, mais on l'étire un petit peu plus dans le temps. Parce qu'il y a des opportunités dans le marché. Au moment où on se parle, là, pour les beaux commerciaux, on s'entend, il y a un ajustement qui se fait pour beaucoup d'entreprises, là. Encore là, ça dépend où. Montréal, grande région de Montréal, tu as beaucoup plus d'opportunités, je pense. Mais je vais te donner un exemple, puis là, je vais aller complètement à l'au bout du Québec. J'ai un super beau magasin à Gaspé où ça fait 7 ans et demi que j'ai ouvert, 7 ans que j'ai ouvert là. J'ai la même gérante depuis le début. C'est une perle. Elle a une bonne équipe. Mon magasin, il me manque 1500 pieds carrés. Mais Christy, il n'y a pas un pied carré de libre dans cette centre d'achat-là. Oh, wow. Je suis avec le bailleur, on se jase régulièrement, on est en mode solution, on regarde pour bouger du monde. C'est pas évident parce que là, ça implique d'autres loyers. Mais ça fait partie des discussions, mais fait partie aussi de dire, ouais, y a-tu des opportunités? Des endroits, oui, puis des endroits, t'es bloqué. Dans des beaux commerciaux, il y a certains endroits, puis je pense que les gens ne savent pas, mais qu'il y a des clauses d'exclusivité. Donc, si je veux rentrer dans un marché comme, exemple, je le dirais pas, là, mais un marché en Abitibi, là, il y a 3 grosses villes en Abitibi, il y a un marché que je peux pas rentrer parce que mes 2 compétiteurs ont des clauses d'exclusivité, puis je suis bloqué. Mais je vais finir par rentrer. C'est ça. Mais, donc, oui, il y a des opportunités, oui, ça crée des belles discussions, mais ça va prendre à peu près 3 ans à mettre ça en place. Et là, tu m'ouvres la porte. 3 ans, c'est quoi la suite? Parce que là, les discussions commencent en juin, la transaction se termine il y a quelques semaines maintenant. C'est quoi la date exacte que 13 vous avez? novembre. 13 novembre. 13 novembre. Donc, littéralement, il y a un mois de ça, on enregistre le podcast le 13 décembre 2023 aujourd'hui. Donc, il y a un mois de ça, vous terminez la transaction. Ça a pris quelques mois de négociation. Tu vois quoi comme suite? Vous avez 50 magasins au moment où on se parle. À quelle taille tu voudrais amener le groupe? Je vais dire autour de 60. Tu sais, ça varie parce que ça dépend de l'économie, ça dépend des beaux, des endroits. Excuse-moi, je regarde mon tableau de bord, là, du côté gauche. Mais ça devrait osciller à 60. C'est sûr qu'ils sont pouce, on pourrait monter à 65, mais j'aime mieux avoir 60 magasins hyper rentables. Je suis très peu focusé sur le volume d'affaires. On a un bon volume là, maintenant d'affaires, c'est important. Je répète, j'ai une obsession sur le cash flow. Fait que moi, le nombre de magasins puis le nombre de chiffres d'affaires, tu sais quoi, ça veut rien dire. Là. Donc, mais quand même, on peut se rendre à 60 magasins profitables à grandeur du Québec. Pour faire ça, c'est entre 3 et 5 ans réellement, là, mais tourner le coin, tourner le positionnement de Panda, puis finir ce qu'il y a à faire avec Club, avec ces deals-là ensemble, j'en ai pour 3 ans. Puis il y a une question d'inventaire aussi. T'sais, nous, dans le soulier, Antoine, on achète 9 mois d'avance. Fait que tu sais, j'ai des opportunités, là, béton, là, des locaux parfaits, exemple, pour Panda en région. Vraiment, là, très peu de travaux à faire. Tout est parfait. J'ai pas le stock.
faut que je commande le stock en conséquence. Puis je me suis déjà engagé sur 2 mouvements. Donc, mes achats sont faits. Fait que là, je parle pour 2025. Puis dans certains cas, je dis oui, ça m'intéresse. Mais là, j'en ai 3 d'avancés pour 2025. J'ouvrirai pas 10 magasins d'un coup. Parce que mon obsession, c'est quoi? Le cash flow. Je pense que ça va faire partie du titre. Ça va faire partie Cash du flow. titre du podcast. Mais donc, tu sais, un rythme pour pas se faire mal, d'ouvrir 2 à 3 nouvelles succursales par année, c'est assez. Bien sûr. Selon la vision d'affaires qu'on a, puis je pense que toi, c'est assez clair, peut-être qu'il peut y avoir des dynamiques de marché qui sont différentes. Puis Absolument. d'ailleurs, ça me donne envie de te poser une question parce que clairement, ça a fait partie de ton éducation, de la formation que tu as fait dans les différentes entreprises que tu as fait partie, cette obsession-là autour du cash flow, s'assurer qu'on a assez de liquidité en stock pour assurer nos opérations et continuer à croître. C'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens qui nous écoutent, aux entrepreneurs, spécifiquement dans le commerce de détail, dans les entreprises qui doivent acheter beaucoup d'inventaire, donc on doit bien comprendre nos cycles de cash flow ici. Quels conseils tu leur donnerais pour mieux gérer leur liquidité? Écoute, je suis zéro conseiller financier, fait que Bien sûr. Je veux pas sonner que j'ai la prétention infuse. Ça dépend de ton modèle d'affaires. Puis qu'est-ce que tu vends aussi, puis c'est quoi ton cycle de vente. Fait que tout est par rapport à ça. Nous, on a 2 cycles de vente. On n'a pas 18, là. On a au printemps, quand la neige finit, puis tout le monde vire fou, puis veut se mettre en sandales, puis on est écœuré de l'hiver. Puis il y a quand l'hiver arrive, puis tout le monde a froid dans leurs sandales, fait que ça leur prend des bottes. Fait que c'est quand même assez facile à gérer le mouvement là-dedans. Mais quand tu es en restauration, c'est difficile. J'ai pas tant de conseils à donner autre que cash is king. Donne-toi un levier pour OK, demain matin, ta marge est retirée. Es-tu capable d'opérer? Et si t'es pas capable d'opérer, t'as-tu un plan B? Tu sais, moi, je suis toujours dans le plan B. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Surtout depuis COVID, là. Honnêtement, je vais le dire, depuis COVID, j'étais en plan B, C, D, E, F. Tu sais, fais toutes les lettres d'alphabet, là. Tu sais, ma seule obsession, la seule chose que je peux dire, c'est quand tu es capable de te permettre puis d'être dans le cash flow, soit cash flow, peu importe ce qui arrive, tu vas être capable de dealer, puis tu vas être capable d'avoir ça en garantie, puis justement d'être d'avoir des facilités de crédit un petit peu plus le fun. Intéressant. Petite question personnelle avant de te laisser filer, Jean-François. Tu as parlé d'un de tes livres que tu aimais le plus, Père riche, Père pauvre. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu pourrais partager ou même recommander à notre audience? Écoute, quand tu m'as envoyé tes questions, si je peux me permettre, je me suis dit, Colin, tu sais, moi, je lis beaucoup d'articles. Fait que, puis quand je vois un sujet qui m'accroche, que ça soit financier, que ça soit social ou autre, je veux lire 18 articles différents, Bien que sûr. ça soit... Mettons que c'est financier, ben je veux lire un article de la gauche, puis je veux lire un article de la droite, je veux faire ma propre opinion. Puis quand tu me parlais d'un livre, je me suis rappelé d'un livre, puis là, ça va peut-être controversé, mais quelqu'un qui a lu The Art of the Deal de Donald Trump, puis qui est en affaires, sérieux, c'est très le fun. C'est un concept, parce que quand tu lis, il y a des affaires qui sont niaiseuses là-dedans, là, évidemment, comme bien des affaires qu'il dit, mais il y a des affaires qui font du sens. Puis moi, de la façon que je fais toujours mes deals, que ce soit avec les bailleurs, les fournisseurs ou dans l'immobilier, il le dit pas exactement comme ça, mais j'appelle ça « either way, I'm good ». Peu importe, c'est correct. Donc, moi, dans une négo, j'arrive jamais avec un lapin à la fin, puis boum, on fait pas la transaction si on fait ça ou on fait pas le deal. C'est voici mes paramètres, voici pourquoi c'est mes paramètres, voici ce que je suis prêt à accepter, puis voici ce que ça va donner. Tu décides si ça te convient. C'est pas à moi de t'imposer mon deal. Ça, c'est mon deal, c'est pourquoi je suis confortable avec ça. Voici les 5, 6, 7 paramètres. Reviens-moi. Either way, I'm good. Je suis pas obligé de signer un deal, je suis pas obligé. Tu sais, à 50 magasins, bientôt 60, quand même qu'il y en a un que je suis obligé de fermer parce que je m'entends pas avec le bailleur ou un que j'ouvrirai pas parce que les conditions pour moi sont super graves. Parce qu'à la fin, si je le fais, ça va affecter quoi? Le cash flow, seulement. C'est la seule et unique pensée. On voit que j'écoute. J'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, vous allez vous en rappeler. On a parlé de livres, podcast. Est-ce que tu en écoutes un peu? Honnêtement, je vais dire non. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. En tout cas, je vais t'inviter à écouter celui-là parce qu'il est très bon. On a une belle discussion aujourd'hui. C'est sûr que je vais l'écouter, mais je dis non. Tu sais, j'écoute Pierre Couture ici à Québec parce que bon, je le connais un petit peu puis tout ça. Tu sais, j'ai écouté des entrevues que tu as faites avant, veux pas, mais régulièrement me mettre puis prendre le temps de le faire. Je vais être honnête, pas tant. Et routine. Est-ce que tu as une routine avant, pendant et après le travail? Je suis le pire routinier qu'il y a pas sur la terre. Je suis plate. Ah! Mais moi, je me lève à 5 heures.
5h45, 6h, je suis au gym le matin. Moi, c'est une ligne droite. Je pars de la maison, j'ai le gym sur ma route. Boum, j'arrive au bureau. On a des douches au bureau, c'est fantastique. Ouais, c'est un peu fou de ça, 6 fois par semaine à peu près. Je book mes Tu travailles même le week-end? Non, je travaille pas le week-end, mais je m'entraîne le week-end. Puis Parfait. je book mes hôtels dans le sud en fonction du gym qu'il y a à l'hôtel. Et c'est bon, j'aime l'idée. C'est pas des farces. Ça, c'est ma routine de santé mentale, vraiment 101. Quand j'arrive à la maison, je travaille avec ma conjointe. Quand j'arrive à la maison, on a une règle. Du moment où on part le souper, où on s'assied pour le souper, on arrête de parler du travail. On arrête complètement. Hier, tu vois, on revenait d'un match de basket de ma fille. C'était 8h15. Elle me parlait de quoi du travail. Je me suis juste retourné avec un petit sourire baveux. Je l'avoue. Elle me regardait, elle dit, on en parle demain. On en parle demain, mon amour. Tu sais, c'est une règle très importante. Fait que je me lève très tôt, je m'entraîne, je viens au travail, ça claire mes idées, ou ça m'en donne pour la journée. Des fois, je vais répondre à des courriels que j'ai pas eu le temps de répondre la veille, ou souvent, si c'est une décision à prendre ou une opinion à donner à une de mes directrices, exemple, je me donne un 24 heures. Si je suis pas sûr, je sais qu'en me réveillant le lendemain matin puis en étant au gym, c'est quoi, je vais avoir la réponse qui me rend confortable. Puis je pars ma journée de même. Donc, ma semaine est divisée en 3. Généralement, le lundi, je vais regarder, tu sais, tous mes chiffres de la semaine, ce qui a été vendu, les performances puis tout ça. Le mardi va être les meetings interdépartementaux. En temps normal, si je suis pas dans une transaction comme on vient de faire, les mercredis, jeudi, il y a une des 2 journées que je vais être sur la route, je vais aller voir des magasins, je vais voir ce qui se passe dans les centres d'achat autour. Puis je me tiens disponible au bureau là, un peu pour les urgences, s'il y en a, là, mais on n'opère pas personne au cerveau, on opère des commerces de détail, on vend des souliers, on est capable de planifier nos affaires correctement. J'adore le fait que tu restes sur le terrain. Je pense que c'est important et que des fois, il faut clairement pas négliger. On dirait que beaucoup de gens, des fois, disent à un certain moment, quand tu arrives et que tu es président, que tu es gestionnaire, le but, c'est de uniquement travailler sur la vision. Mais comment peux-tu travailler sur la vision si tu n'es pas capable de voir ce qui se déroule sur le terrain? C'est quasiment impossible. Écoute, moi, j'ai déjà rencontré un autre président de compagnie dans le détail. Et quand il se présentait à ses employés, il se nommait président, CEO, directeur général de l'entreprise. Moi, je me présente. Salut, c'est Jean-François du bureau. C'est quoi? J'ai commencé là dans les magasins. Je veux dire, étudiant, je travaillais dans un futur shop. Je me rappelle encore de mon numéro d'employé. C'était une super belle école. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est Best Buy. Mais ouais, non, ça se passe sur le terrain. Puis le feedback, c'est quoi? C'est eux qui l'ont avant toi parce que c'est eux qui dealent avec le client au quotidien. Fait que j'aurais jamais su l'importance extrême en Beauce, à Val-d'Or, au Saguenay et ailleurs de Under Armour, ce que ça pouvait représenter pour club si je me promène pas en magasin, puis si mes gens me disent pas en magasin. Puis si je me promène pas en magasin assez régulièrement, ben les gens oseraient pas me dire qu'est-ce qui marche moins bien. Puis c'est quoi? Tous mes employés au bureau, je suis convaincu qu'ils rentrent le matin puis ils veulent faire une bonne job. Mais comme n'importe qui, comme moi le premier, des fois, ils peuvent échapper un dossier, ils peuvent échapper un suivi, ils peuvent échapper quelque chose. Me promenant en magasin, je le vois ça. Puis, tu sais, tantôt, je te donnais l'exemple de Gaspé qui est très, très petit. À l'automne passé, je suis là. C'est moi qui l'ai bâti, ce magasin-là. Okay? Je suis arrivé, c'est un des premiers que j'ai fait. Là, ça fait 7 ans. Donc, mettons l'automne passé, 6 ans. J'arrive en magasin, puis j'étais avec ma directrice des ventes, ma directrice marketing. Je fais, mais pourquoi j'ai fait telle puis telle affaire dans ce magasin-là? Ben, parce que tu l'as fait comme ça. Tu sais, je veux dire, leur réponse était assez... Ben, c'est toi qui l'as fait, fait que c'est ta faute, le grand. Là. Puis, OK, mais ça fait pas de sens. Je me privais de 7-8 rackings de plancher pour mettre des produits parce que, exemple, j'avais mis dans ce succursale-là le comptoir caisse dans le milieu du magasin quand ça prend un air de circulation. Je te donne un exemple bidon, mais si je me promène pas en magasin puis je vois pas ces choses-là, sais-tu quoi? C'est ma responsabilité de le voir puis de l'ajuster. On a bougé le comptoir caisse. J'ai envoyé 7-8 rackings de plus. Ce magasin-là a fait 75 000 de plus dans son année. Ça valait la ride de 8 heures de char aller-retour. Là, tu sais. Être sur le terrain, ça peut être payant. Non, écoute, j'adore ce que j'entends, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de succès, qui gardent cette vision très, très claire-là sur le terrain. Ils prennent le tempo de leurs collègues pour s'assurer que tout se déroule pour le mieux. J'avais Marc Deserre qui était sur le podcast récemment, qui me disait qu'il faisait encore le tour de ses magasins chaque semaine. Ça fait littéralement
44 ans maintenant qu'il gère son entreprise. Donc, ça démontre que les chefs d'entreprise qui veulent continuer à avoir du succès et assurer, on s'en rappelle, la pérennité de l'organisation, on doit aller voir le tempo sur le terrain. Jean-François, ça a été totalement fascinant comme conversation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. On mettra des liens des différentes entreprises dans les notes de l'épisode. On invite nos auditeurs à aller voir les différents magasins. Et je te remercie encore. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.